Mon frère, je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Je remercie également le comité d'organisation de ma part de m'avoir gentiment invité. Donc je précise que je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Et puis j'ai envie de commencer cette présentation avec un petit peu de physiopathologie. Alors je sais, il est 14h03, on est en post-mondial, c'est pas forcément facile. Mais ce sont des notions vraiment importantes pour notre pratique quotidienne. Et on va essayer de voir pourquoi. Un sujet sain, globalement, est précharge dépendant. Il est un petit peu précharge dépendant. Et ce même sujet sain, lorsqu'il arrive au bloc opératoire, sous anesthésie générale, avec la ventilation mécanique, et puis avec quelques pertes sanguines, va être beaucoup plus précharge dépendant. Est-ce que finalement c'est important? Eh bien probablement. Probablement parce que lorsqu'on regarde les quantités de fluides qui sont administrés en paire opératoire sur cette grosse étude qui inclut plusieurs milliers de patients, vous voyez ici, en fait, la répartition des volumes en quintiles, premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième quintile, et en ordonnée, l'incidence des complications post-opératoires. Eh bien, en fait, pour cette étude qui est assez récente, sur un collectif de plus de 15 000 patients, eh bien, on se rend compte qu'on retrouve une courbe en U comme celle qu'on avait déjà dans les années 1990, au début des années 2000. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la quantité de fluide administrée en paire opératoire impacte toujours sur le pronostic des patients en post-opératoire. Alors une autre étude, un petit peu moins de patients, mais le signal est le même. Lorsqu'on augmente la quantité de fluide ici en abscisse, on augmente les complications post-opératoires et peut-être même la mortalité post-opératoire. Donc ça, c'est le premier message clé introductif que je voulais avoir avec vous aujourd'hui, c'est que la balance hydrique périopératoire est liée aux complications post-opératoires. Deuxième point. Donc là, on est dans la vraie vie, vous avez endormi un malade, vous êtes pendant la chirurgie, vous avez fait plusieurs bolus d'éphédrine et vous êtes arrivé maintenant à 30 mg d'éphédrine et vous arrivez à cette situation. Donc là, je vais vous poser une petite question simple et juste de lever la main. Sur cette hypotension, qu'est-ce que vous faites en pratique? Est-ce que vous commencez la noradrénaline IVSE ou est-ce que vous faites du remplissage vasculaire? Alors, qui commencerait ici la noradrénaline IVSE? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? OK. Et ceux qui feraient du remplissage vasculaire? Peut-être un petit peu plus de personnes pour le remplissage vasculaire. Alors, on va essayer de répondre ensemble à cette question. Pour commencer, je voudrais reprendre ce travail de feu Yannick Lemanac, qui s'intéressait aux variations de pression artérielle et de débit cardiaque après un remplissage vasculaire au bloc opératoire. Et dans ce travail, ce qui est intéressant, c'est de noter que les variations de débit cardiaque présentées, vous voyez, en abscisse par rapport aux variations de pression artérielle moyenne suite à un remplissage vasculaire présenté en ordonnée, ne sont pas corrélées de façon clinique. J'entends par là que si vous prenez cet exemple, vous voyez, ce patient a augmenté, suite au remplissage vasculaire, sa pression artérielle moyenne de 50%. Donc si vous ne regardez que la pression artérielle, vous êtes content, puisque la pression artérielle moyenne a augmenté. Par exemple, votre malade était à 6 de pression artérielle, à 60 de pression artérielle moyenne, il est passé à 90 après le remplissage. Donc vous êtes content. Mais en fait, la problématique, c'est que le débit cardiaque, lui, n'a pas changé, et peut-être que l'oxygénation tissulaire, elle, a diminué, puisque l'oxygénation tissulaire, elle va dépendre de l'adéquation et du couplage entre la pression artérielle et le débit cardiaque. Alors, ça c'est un point vraiment clé. Pression artérielle et volémie ou débit cardiaque ne sont pas corrélés. Et je vais vous présenter cet exemple qui est vraiment caricatural. Regardez bien, vous faites un bolus de néosinéphrine. Donc la néosinéphrine, c'est un vasoconstricteur alpha pur. Et dans ce travail qui a été publié il y a maintenant plus de 10 ans dans le BJA, donc c'est un exemple d'un patient, vous voyez que suite au bolus de néosinéphrine, la pression artérielle moyenne monte, elle monte fort et elle monte vite. Donc si on regarde que la pression artérielle, on est très content. Le problème est que lorsqu'on regarde le débit cardiaque, il chute. Alors on en parlera peut-être après, plus tard. Mais la résultante, et c'est ce que je vous disais,
au niveau tissulaire, et c'est ça qui nous importe, c'est d'oxygéner correctement les tissus de notre patient sous anesthésie générale, eh bien vous voyez que la NIRS cérébrale, elle, chute de façon importante et inquiétante. Donc est-ce qu'il existe aujourd'hui des preuves d'efficacité du remplissage vasculaire plutôt que de l'utilisation des vasopresseurs dans la vraie vie? C'est-à-dire que là, je reviens sur la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce qu'il vaut mieux, chez un malade hypotendu, faire du remplissage vasculaire ou faire de la noradrénaline IVSE? Alors pour essayer de répondre à cette question, on va partir sur des données de quelques études, parce que finalement, on n'a pas beaucoup de réponses dans la littérature pour tenter de répondre à cette question. Premier point important, lorsqu'on fait un remplissage vasculaire, si on veut que l'oxygénation tissulaire augmente, il faut que le débit cardiaque augmente. Si le débit cardiaque n'augmente pas suite au remplissage vasculaire, c'est un remplissage vasculaire qui n'a servi à rien, hormis alimenter le secteur interstitiel, créer de l'œdème et créer de l'ischémie tissulaire. Donc un remplissage vasculaire efficace doit s'accompagner d'une augmentation du débit cardiaque. Et c'est ce qu'on appelle, en termes de débit cardiaque, des patients répondeurs. Comment on les définit? Classiquement dans les études, on les définit comme une augmentation de 10-15% du débit cardiaque selon le volume de remplissage. Et selon les études, alors j'ai trouvé les dernières études, y compris celles d'Alexandre Houston, on est entre 30 et 60% de patients répondeurs au remplissage vasculaire au bloc opératoire. 30 à 60%. Donc finalement, si on tente de simplifier le discours, 50% vont être répondeurs, 50% vont être non répondeurs. C'est-à-dire que 1 sur 2 qui reçoit un remplissage vasculaire au bloc opératoire sur des critères cliniques comme l'hypotension artérielle ou comme l'oligurie par exemple, aura un remplissage vasculaire qui n'aura pas de bénéfice en termes de débit cardiaque ni d'oxygénation tissulaire. Alors on va plus loin, parce que c'est bien d'augmenter le débit cardiaque, mais si vous augmentez le débit cardiaque, avec un remplissage vasculaire, vous créez aussi une hémodilution. Et peut-être que le contenu artériel en oxygène va en souffrir. Et peut-être que l'oxygénation tissulaire, elle aussi, ne sera pas forcément favorable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, votre malade n'est peut-être pas forcément en dette en oxygène au moment où il reçoit le soluté de remplissage. Et donc là, on va regarder maintenant la réponse au remplissage vasculaire en termes de consommation tissulaire en oxygène. Pour être plus explicite encore, si mon malade a une dette en oxygène et par un débit cardiaque trop bas, j'augmente le remplissage vasculaire et donc le débit cardiaque, et à ce moment-là, la consommation tissulaire en oxygène va augmenter. Si mon malade est relativement stable et qu'il n'a pas besoin qu'on augmente son débit cardiaque parce qu'il ne va pas augmenter sa consommation tissulaire en oxygène, à ce moment-là, ce sera des patients qu'on va appeler des VO2 non répondeurs, alors que dans le premier cas, ce sont des patients VO2 répondeurs. Et globalement, dans les études, plutôt en réanimation, on retient, vous voyez, une répartition de patients VO2 répondeurs à 50% et des patients VO2 non répondeurs à 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seulement un quart des patients qu'on va remplir vont bénéficier d'un remplissage vasculaire puisqu'ils vont pouvoir augmenter leur consommation tissulaire en oxygène. Alors ça, c'est de la théorie et on va essayer d'appliquer cette théorie sur le plan physiopathologique en pratique pour du périopératoire. Et là, je vais vous présenter cette étude qu'on avait faite à Caen avec un très faible collectif de patients, donc il faut être assez prudent, mais ça me semble important de vous la détailler et de vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui se passe au niveau tissulaire lorsqu'on fait un remplissage vasculaire. Donc là, il s'agissait de patients en post-opératoire de chirurgie cardiaque, en post-opératoire immédiat, des patients intubés, ventilés, sédatés, normothermes. Pourquoi des patients de chirurgie cardiaque? Parce qu'ils ont tous les cathéters qu'on veut, donc cathéter de pression artérielle, cathéter veineux central, Doppler œsophagien. On avait fait une épreuve de levée de jambes, ils avaient tous une épreuve de levée de jambes positive avant qu'on les inclue dans l'étude. Dès qu'ils avaient une épreuve de levée de jambes positive, on leur ajoutait en plus des électrodes de NIRS au niveau cérébral et musculaire. Et on réalisait un remplissage vasculaire guidé par le Doppler œsophagien de 100 ml toutes les minutes jusqu'à maximalisation du volume d'éjection systolique.
Et tous les 100 millilitres, on mesurait les paramètres macro-circulatoires, c'est-à-dire la pression artérielle, le débit cardiaque, la DO2, le transport en oxygène, et la VO2, la consommation tissulaire en oxygène, qu'on calculait en faisant des gaz du sang tout le temps, et en passant les gaz du sang sur la machine de gaz du sang qui était juste à côté dans le service. On regardait également les paramètres microcirculatoires, à savoir le lactate, la SCVO2 et la NIRS. Je vous ai remis là, les formules de calcul de la DO2 et la VO2. Et en pratique, voilà à quoi ça ressemblait. Alors, on peut mettre cet environnement en bloc opératoire, mais c'est quand même plus compliqué. Mais vous voyez que c'était des patients intubés, ventilés, sédatés, avec un monitorage de la sédation, un monitorage du Doppler œsophagien, un monitorage de la NIRS. Ils avaient bien sûr les pressions qui étaient monitorées là-bas. Et dans cette étude-là, donc très peu de malades, mais c'était vraiment une étude très difficile à faire, on avait 30% de patients VO2 répondeurs et 70% de patients VO2 non répondeurs. Première information. Deuxième information, la quantité de fluide administré pour maximaliser le volume d'éjection systolique, elle était unique. Elle dépendait de chaque malade. Donc si vous ne monitorez pas le volume d'éjection systolique, vous ne pouvez pas savoir ce qu'à un instant donné, votre patient a besoin. Troisième message. On va regarder maintenant les chiffres en fonction des groupes. En rouge, les VO2 répondeurs, en bleu, les VO2 non répondeurs. Vous voyez que les VO2 répondeurs ont augmenté la consommation tissulaire en oxygène de 40%, alors que les VO2 non répondeurs ne l'ont pas augmenté par définition. Lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe sur le plan macro-circulatoire, tous les patients avaient des pressions artérielles basses. Regardez, pression artérielle moyenne de 51 dans le groupe VO2 répondeur, 52 dans le groupe des VO2 non répondeurs. Deuxième information, le débit cardiaque. Là, en index, on était à 1,3 ou 1,7 selon le groupe. Quand même, vous voyez des valeurs macro-circulatoires basses. Et puis, en termes de délivrance en oxygène, eh bien, mine de rien, tous les patients qui ont reçu un remplissage vasculaire et qui avaient eu au préalable une épreuve de wet jambe positive, donc qui étaient bien précharge dépendants, ont augmenté leur transport en oxygène, alors de 30 à 60% selon le groupe qu'ils étaient VO2 répondeurs ou non répondeurs. Ça veut dire qu'ils ont tous augmenté la délivrance en oxygène. Et puis, dernier point, le lactate. Ça, c'est un point qui me semble important aussi. Le lactate était normal, quel que soit le temps de l'étude, dans les deux groupes. On pourra en parler après. Et puis la SCVO2, par contre, était à 53% dans le groupe VO2 non répondeur, 60% dans le groupe VO2 non répondeur. Elle se normalisait par la suite, après le remplissage, uniquement pour le groupe de patients VO2 non répondeurs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si on essaie de résumer, sur une courbe VO2-DO2 de physiologie, vous avez la VO2, donc la consommation tissulaire en oxygène en ordonnée, et la DO2, donc le transport en oxygène. Les malades qui étaient VO2 répondeurs étaient en dette en oxygène, par définition, puisqu'ils ont augmenté leur consommation tissulaire en oxygène par le remplissage. Mais d'ailleurs, le lactate était normal, il n'était pas augmenté. Et ces patients-là, après maximalisation du volume d'éjection systolique guidé par le Doppler œsophagien, vous voyez qu'ils ont réussi à aller vers une pente moins dangereuse, mais quand même une zone critique, parce que les paramètres microcirculatoires n'étaient pas normalisés quand même, notamment la SCVO2 qui restait encore anormalement basse. Alors peut-être qu'ils avaient besoin de butamine, peut-être qu'ils avaient besoin de transfusion, voilà, on pourra en parler après. Les patients, par contre, en zone critique, au départ, les patients dits VO2 non répondeurs, qui avaient des chiffres d'SCVO2 basses, qui avaient des chiffres hémodynamiques macrocirculatoires un petit peu inquiétants, eh bien, vous voyez qu'ils sont passés de l'autre côté et ils sont sortis de la zone critique. Donc oui, ces patients VO2 non répondeurs n'ont pas augmenté leur consommation tissulaire en oxygène, mais on a envie de dire qu'on les a mis dans une zone de sécurité hémodynamique. Et donc, c'est le deuxième message clé que je voudrais vous transmettre, c'est que lorsque le remplissage vasculaire permet d'augmenter le volume d'éjection systolique et donc le transport en oxygène, il existe un bénéfice macro et micro-circulatoire, quelle que soit la réponse en VO2 tissulaire. Deux autres points pour répondre à la question remplissage au noradré. Cette étude qui est InPress, qui vient juste de sortir, qui est sortie il y a 2 jours dans le BJA, de l'équipe de Mathieu Legrand et Romain Pieracchio. Donc, une database américaine, 32 000 patients,
dans 26 hôpitaux aux États-Unis. Ils ont pris tous les malades qui ont été opérés de plus de 2 heures entre 2015 et 2020. Et ils ont regardé l'évolution de l'incidence de l'insuffisance rénale aiguë post-opératoire en regardant des paramètres hémodynamiques. Et ils se sont rendus compte que l'utilisation des cristalloïdes a diminué dans le temps de cette période d'étude et que de façon parallèle, l'incidence de l'insuffisance rénale aiguë post-opératoire augmente lorsque les cristalloïdes ont été donnés à moins de 10 ml/kH. Alors, il faut prendre ça quand même avec des pincettes, c'est une database, ce n'est pas une étude randomisée, le niveau de preuve est discutable, mais il y a un signal. Il y a un signal, et le deuxième signal de ce travail, c'est que l'utilisation de la noradrénaline ou équivalent, c'est-à-dire la néosynéphrine, augmente sur cette période d'étude, et de façon parallèle, l'augmentation de cette quantité de vasopresseurs s'accompagne d'une augmentation de l'insuffisance rénale post-opératoire. Et donc l'éditeur conclut qu'il faut faire attention aux apports hydriques péropératoires, puisque les premiers à en souffrir vont être les reins. Et puis le troisième message concernant la question que je vous ai posée sur remplissage ou noradrénaline, en fait, c'est l'étude INPRESS d'Emmanuel Futtier. Une étude qui est vraiment importante parce qu'elle a permis, dans nos spécialités, de changer nos pratiques. Donc, je ne vais pas revenir sur le design, je pense qu'Emmanuel va en parler tout à l'heure, mais je voudrais juste insister sur un point qui est vraiment important, c'est que dans l'étude INPRESS, tous les malades avaient un monitorage du volume d'éjection systolique et tous les malades avaient une maximalisation du volume d'éjection systolique. Donc quand vous utilisez la noradrénaline IVSE au bloc opératoire, ça veut dire que votre malade doit avoir un monitorage ou une estimation, on va voir après, de la volémie avant d'introduire un vasopresseur. Donc troisième point clé, pour optimiser la perfusion des organes, il faut d'abord optimiser la volémie avant d'optimiser la pression artérielle. Alors en pratique, comment gérer le remplissage au bloc opératoire en 2022 ? On va essayer de répondre à 3 questions rapidement. Quelle soluté, quel volume, quelle mesure ? Alors pour le soluté, en fait, c'est facile de répondre à la question. En une slide, les recommandations de la SFAR sont très claires. Cristalloïdes pour toutes les indications au bloc opératoire. Cristalloïdes balancés lors du choc septique et choc hémorragique, et puis les cristalloïdes isotoniques lors de traumatisme crânien. Mais je pense qu'il faut faire simple. Deuxièmement, quel volume ? Alors pour répondre à la question du volume, il faut comprendre comment fonctionne un remplissage vasculaire. Et là, il y a 2 concepts qui sont souvent oubliés dans nos études. Le premier concerne la pharmacocinétique en tenant compte du contexte clinique. En fait, le pouvoir d'expansion volémique va dépendre du contexte d'hypovolémie ou de normovolémie. Dans cet exemple ici, vous voyez que le pouvoir d'expansion volémique à droite est de 40% alors qu'il est de 80% à gauche, du simple au double, pour une même population de patientes. Là, c'était la chirurgie gynécologique. Mais la différence, c'est que les patientes du groupe de gauche avaient eu une hémorragie péropératoire, alors que celle de droite n'avait pas eu de saignement. Donc vous voyez que le pouvoir d'expansion volémique des solutés dépend du contexte clinique et notamment d'hémorragie. Deuxièmement, la pharmacocinétique du remplissage vasculaire, elle dépend aussi de la vitesse d'administration des solutés de remplissage. Et là, dans ce travail, les auteurs ont demandé à des sujets sains chez qui ils réalisaient une ponction de 450 ou 900 ml de sang, et ils créaient ensuite une perfusion en parallèle pour compenser la volémie. Et pour obtenir une réponse hémodynamique et une stabilité hémodynamique, vous aviez le choix, vous avez des isobars comme ça, qui sont présentés, comme celle que je vous ai présentée ici en rouge, où en fait, en 10 minutes, il faut passer 800 ml de ringère acétate, ou en 60 minutes, il faut passer le double, 1500 ml de ringère acétate. Donc vous voyez que le pouvoir d'expansion volémique dépend du contexte clinique, mais votre efficacité du remplissage dépend également de la vitesse d'administration. Ce sont 2 notions vraiment très importantes. Et donc, hop, un petit quiz flash. Vous, en pratique, au bloc opératoire, vous utilisez quel volume ? 50, 100, 250 ou 500 ? Alors, qui fait 50 au bloc opératoire ? Nos experts, ils ne font pas 50 non plus ? Non. 100 millilitres ? 100 millilitres.
4 personnes, 250 millilitres, beaucoup plus de monde, et 500 millilitres, quelques personnes aussi. OK. On va essayer de répondre ensemble, mais ça dépend évidemment de la vitesse d'administration, et puis ça dépend de la précision du monitorage. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la balance entre la plus petite quantité de remplissage qu'on a envie d'administrer à notre patient, à mettre en balance avec la précision de la mesure de notre outil de monitorage ou de mesure de la volémie ou d'estimation de la volémie. Et c'est ça le vrai challenge. Ce n'est pas le fluid challenge, c'est de trouver la bonne balance, le bon équilibre entre ces deux paramètres. Et donc l'objectif, c'est que notre variation hémodynamique mesurable, elle soit supérieure à la variation de la précision de la mesure de l'outil qu'on utilise. Et en pratique, il y a deux outils qui sont vraiment fondamentalement importants pour notre pratique quotidienne. Les outils les plus précis, ce sont l'échographie avec une précision de 4% et le Doppler œsophagien avec une précision de 7%. Je vous présente ici les résultats du pulse contour. Lorsque vous faites un bolus de néosynéphrine en haut à gauche, avec du 4 cadran, donc vous regardez des variations de pression, avec un Doppler œsophagien ou avec ici du pulse contour. Eh bien, vous voyez que les points sont en position opposée. C'est-à-dire que le pulse contour va vous dire que le débit cardiaque augmente, alors que le Doppler œsophagien va vous dire que le débit cardiaque diminue. Et c'est le Doppler œsophagien qui a raison. Donc après, si on regarde l'amplitude de réponse à un remplissage vasculaire avec du pulse contour, elle est complètement prise en défaut. Donc, vous l'avez compris, je ne suis pas pour l'utilisation d'un monitorage de pulse contour pour guider du remplissage vasculaire au bloc opératoire. Donc après, le challenge pour le remplissage, il y a eu deux papiers vraiment importants pour notre pratique qui font état de l'utilisation de 100 millilitres. Et ces deux papiers retrouvent, avec le papier de gauche réalisé en réanimation par Laurent Muller, la possibilité de retrouver des patients répondeurs à un remplissage vasculaire après 100 millilitres de remplissage. Mais pourquoi 100 millilitres? Parce que les 100 millilitres sont faits en 1 minute. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le pouvoir d'expansion volémique et la force du remplissage vasculaire va dépendre de l'efficacité et de la rapidité de l'injection. Donc là, effectivement, dans ce travail, il met en avant que les patients qui ont une ITV sous-aortique qui augmente d'au moins 10% après le remplissage vasculaire, eh bien, ces patients-là vont répondre au remplissage vasculaire. Ils sont répondeurs au remplissage vasculaire. Vous voyez dans l'autre travail de Mathieu Bier à droite que lorsque vous faites un remplissage vasculaire de 50 ml ici en vert ou 100 ml ici en bleu, eh bien, 100 ml, vous pouvez prédire la réponse au remplissage vasculaire. À 50 ml, ça n'est pas suffisant en termes de précision de mesure. Donc globalement, ce qu'il faut, c'est utiliser 100 ml sur 1 minute. Et puis quelles mesures? Donc là, je vais aller très vite parce que je vois que le temps défile. On a beaucoup de monitorage aujourd'hui disponible, mais je pense qu'il faut faire simple. Le Doppler œsophagien est un très bon outil qui permet d'avoir une précision compatible avec des remplissages de 100 ml sur 1 minute. Et donc voilà un algorithme qu'on pourrait vous proposer. Vous faites 100 ml sur 1 minute et vous regardez si le VES augmente d'au moins 10%. Il augmente d'au moins 10%, vous refaites 100 ml sur 1 minute. Et vous continuez comme ça. Il augmente de moins de 10%, vous arrêtez le remplissage. Votre malade est toujours hypotendu, vous pouvez lancer la noradrénaline sereinement en IVSE. L'autre possibilité, c'est l'ETO. Alors, je ne vais pas avoir le temps de tout expliquer, malheureusement. Mais globalement, l'ETO, c'est facile. L'ETO, c'est pas compliqué. L'ETO, on peut se former en 14 examens. 14 examens, vous pouvez être formé en ETO. Et puis, donc là, c'est le même principe. On ne mesure plus le volume d'éjection systolique, on mesure l'ITV sous-aortique. Donc l'ITV sous-aortique, c'est vraiment très simple à faire. Là, je n'ai pas le temps malheureusement, mais éventuellement, j'ai une vidéo à vous montrer après si vous le souhaitez. Et puis l'analyse financière de l'ETO, elle est très simple. Au bout de 200 dispositifs, vous êtes rentable avec une ETO. Donc pour moi, l'ETO, c'est l'avenir. Et puis, troisième possibilité,
vous n'avez pas de monitorage ni de TO ni de Doppler œsophagien, vous pouvez peut-être utiliser les variations de VPP. VPP a plein de facteurs confondants, mais on peut les gommer par des manœuvres hémodynamiques. Alors, il y en a plusieurs qui ont été décrites dans la littérature. On va s'intéresser uniquement au mini-fluid challenge de 100 ml sur une minute. On revient toujours sur la même quantité, le même timing, donc 100 ml sur une minute. Eh bien, effectivement, on arrive à répondre à la question de savoir si notre malade répond en termes de remplissage vasculaire ou pas. Si VPP diminue après le remplissage vasculaire d'au moins 2, il était à 14, il baisse à 12, votre malade a répondu en augmentant le débit cardiaque. Donc c'est vraiment quelque chose de simple à faire au bloc opératoire. Si VPP est inchangé après vos 100 ml sur une minute, c'est que votre malade n'a pas besoin de remplissage vasculaire. Et si VPP augmente après le remplissage vasculaire de 100 ml sur une minute, c'est probablement que votre malade a une dysfonction cardiaque droite. Si vous êtes en orthopédie, peut-être qu'il y a une embolie gazeuse, de ciment, etc. Donc voilà un petit algorithme également pour VPP, 100 ml sur une minute, et vous regardez si VPP diminue d'au moins 2. Si c'est le cas, vous pouvez refaire un mini remplissage de 100 ml sur une minute. Et si VPP ne diminue pas, vous arrêtez le remplissage. Donc voici les 3 messages clés. La balance hydrique péropératoire est liée aux complications post-opératoires. Optimiser la volémie, c'est toujours bénéfique et ça doit être fait avant d'utiliser des vasoconstricteurs. Et il faut probablement privilégier des mini-remplissages de 100 ml sur une minute avec des outils hémodynamiques suffisamment précis, Doppler œsophagien, ETO ou VPP. Voilà, je vous remercie pour votre attention.